toutes et à tous et bienvenue dans cette web conférence. Je suis Vincent Terny, chargé de mission inclusion numérique au sein de pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine, PQNA, et depuis 20 ans, le centre de ressources sur le développement local en région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, je suis Charlie Delorme, chargée de mission inclusion numérique à PQNA. Pour celles et ceux qui nous découvrent aujourd'hui, notre mission consiste à animer les réseaux d'acteurs du développement local, à les accompagner et les outiller dans la compréhension et le déploiement des politiques publiques en direction des territoires les plus vulnérables, plus particulièrement des quartiers politiques de la ville. C'est donc dans ce cadre que PQNA propose un cycle de rendez-vous sur l'inclusion numérique. Ces rendez-vous vont se poursuivre sur l'année 2025. C'est pourquoi je vous invite à suivre notre actualité des rendez-vous à venir en vous inscrivant à notre lettre d'information inclusion numérique. Quelques précisions techniques avant de nous lancer sur le sujet du jour. Comme vous l'aurez compris, vous ne pouvez pas prendre la parole, mais nous vous encourageons à intervenir et poser vos questions à travers l'onglet chat de Zoom. Nous ferons le maximum pour répondre à vos interrogations au fur et à mesure du déroulé de la webconférence. Par ailleurs, sachez que nous mettrons en ligne une rediffusion de ces webinaires accompagnée d'un article sur le site web de PQNA dans lequel vous pourrez retrouver les références et les ressources citées durant cette webconférence. Charlie, peux-tu nous parler de la webconférence d'aujourd'hui? Oui. Le webinaire du jour s'intitule Numérique et précarité, rural, urbain, quels enjeux? Ce webinaire s'adresse aux acteurs de l'inclusion numérique, élus, techniciens des collectivités, mais aussi aux opérateurs privés, associatifs ou autres. Ce webinaire s'adresse également aux travailleurs sociaux, qui depuis de nombreuses années sont confrontés et témoins de l'augmentation importante des difficultés des publics accompagnés face au numérique. Les objectifs de cette séquence sont donc les suivants. Tout d'abord, définir les enjeux posés par les précarités dans l'accompagnement vers l'autonomie numérique. Ensuite, identifier des pistes d'action concrètes à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux identifiés. Et puis, partager des retours d'expérience sur les freins et sur les leviers pour inspirer vos projets. Ce webinaire durera 1h30, nous avons donc jusqu'à midi. Vincent, pourrais-tu nous donner quelques éléments de contexte concernant le sujet de cette webconférence? Absolument. Pourquoi, en effet, parler ce matin du numérique et des précarités en abordant ce sujet à travers sa dimension territoriale, rurale, urbain? D'abord parce que la précarité numérique rejoint et se cumule souvent avec d'autres formes de précarité. Les populations en situation de précarité vivent aussi bien à la ville qu'à la campagne, tout en faisant face à des difficultés propres à leur territoire de vie. Nous allons y revenir avec le témoignage de nos intervenants. Face à ces fragilités multiples, de nombreuses réponses ont d'ores et déjà été apportées. Elles se déploient sur l'ensemble des territoires. L'histoire des associations représentées ici à travers nos intervenants ce matin illustre une mobilisation qui s'inscrit dans le temps. Le numérique est venu percuter les vies, massivement, rapidement, durablement. Le numérique a bousculé le quotidien des personnes précaires, mais aussi la pratique des aidants et des travailleurs sociaux. Rappelons que plus d'un Français sur trois se déclare pas ou peu à l'aise avec le numérique. Cette proportion passe de 1 Français sur 10 quand on observe les QPV ou les territoires ruraux fragiles. Des aidants se sont spécialisés pour faire de la médiation numérique leur cœur de métier. Des conseillers numériques ont pu être déployés sur de très nombreux territoires, aussi bien dans les quartiers que dans les bourgs. Aujourd'hui, sur quasiment tous les territoires, des feuilles de route ont été coécrites, conjuguant les enjeux ruraux et les enjeux urbains avec leurs acteurs. Pour tendre collectivement à l'amélioration de l'autonomie numérique de chaque citoyen, une mobilisation de tous a été construite. Les différentes formes de précarité subies par les personnes se cumulent donc. Les luttes contre les précarités sont donc liées. Rural et urbain ont-ils des défis communs?
Ont-ils des enseignements à partager, des coopérations à imaginer? Pour essayer de comprendre et de travailler ces enjeux, nous allons les aborder en 3 temps avec nos intervenants. D'abord, en les questionnant sur les constats qu'ils font. Ensuite, comment ils s'adaptent à ces précarités multiples. Et enfin, nous les interrogerons sur les collaborations en cours ou possibles ou souhaitables entre les acteurs et les territoires. Donc, pour échanger avec nous ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir nos 3 intervenants. Valérie Moutinard, bonjour. Bonjour. Vous travaillez depuis 5 ans à PIMS Médiation Bordeaux. Vous en êtes aujourd'hui la directrice adjointe. PIMS Médiation est un réseau associatif national créé il y a 30 ans pour faciliter le lien entre les habitants et les services publics. Aujourd'hui, 92 sites PIMS Médiation sont labellisés France Service. Le PIMS Médiation Bordeaux regroupe 3 partenaires principaux, la ville de Bordeaux, des grandes entreprises et des organismes de services publics. À travers vos 2 antennes sur la métropole bordelaise et une équipe de 20 médiateurs sociaux, dont 2 conseillers numériques, vous offrez aux habitants des lieux ressources mutualisés ouverts à tous, où chacun peut être aidé pour réaliser les démarches de la vie quotidienne. Romain Do, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur du pôle numérique territorial au sein du réseau Famille Rurale Nouvelle-Aquitaine. Vous coordonnez des points de médiation numérique au sein des associations locales de Nouvelle-Aquitaine et vous êtes vous-même conseiller numérique sur le département de la Gironde. Rappelons que Famille Rurale est un réseau national qui œuvre depuis 80 ans à améliorer les conditions de vie des habitants en milieu rural. Et en Nouvelle-Aquitaine, Famille Rurale compte près de 9000 familles adhérentes et elle accompagne plus de 30 000 bénéficiaires par an en milieu rural ou hyper rural. Pierre Gasté, bonjour. Bonjour Vincent. Vous avez rejoint le réseau des régies de quartier il y a 8 ans. Ce mouvement associatif regroupe 127 régies, dont 17 régies de territoire, employant au total 13 000 salariés, dont les 2 tiers sont en parcours d'insertion. La raison d'être d'une régie, c'est d'améliorer le cadre de vie et d'accompagner les habitants vers le retour à l'emploi. En agissant à travers une gouvernance un peu particulière, puisqu'elle est partagée entre la commune, les bailleurs et les habitants, qui sont majoritaires dans les conseils d'administration. Depuis la régie de quartier de La Rochelle, vous avez créé le réseau Net Solidaire, qui a développé des services de médiation numérique à destination des habitants, mais aussi conçu une offre de formation pour les professionnels. Vous êtes aujourd'hui directeur des opérations de l'organisme de formation Alphalia, filiale de la régie de quartier La Rochelle Diagonale. À ce titre, vous avez participé à la conception et à la coordination de la formation des conseillers numériques au niveau national. Vous êtes aussi animateur de la communauté de pratique 404, qui s'adresse à quelques 200 salariés des régies de quartier en posture d'aidance numérique. Et enfin, vous êtes administrateur de l'Internet Society France, pour laquelle vous êtes en charge des sujets de formation. Suite à un problème technique durant l'enregistrement de cette webconférence, nous ne sommes pas en capacité de vous rediffuser le début de l'enregistrement qui portait sur des questions posées à nos intervenants sur les constats qu'ils faisaient sur leur territoire, rural ou urbain. L'enregistrement va démarrer sur la réponse de Valérie Moutinard de PIMS Médiation Bordeaux aux enjeux liés à l'isolement. Bon visionnage. Ils ont des voisins, mais c'est pas si simple que ça aussi d'aller admettre qu'on a des difficultés et de demander de l'aide. Donc par chance on est là, même si c'est aussi difficile de venir aller se confier à une personne qu'on n'est pas forcément. Et on peut le voir aussi au niveau de l'isolement parce que on intervient aussi sur l'espace public grâce à à nos triporteurs électriques, que ça soit en QPV ou dans d'autres quartiers. Et en fait, l'idée justement, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes en fait qui
mais qui viennent plus forcément chercher de l'aide dans des lieux ressources. Et donc, c'est d'aller leur dire que ça existe, il ne faut pas avoir peur et d'essayer de recréer un lien de confiance pour les faire venir à nous. Donc oui, l'isolement, en fait, il est... je sais pas les proportions, mais pour autant, il est autant marqué en ville. Et je pense que... de manière générale, les gens doivent penser que non, puisque justement il y a de la vie, plus que dans des milieux isolés en milieu rural, alors qu'en fait les personnes elles sont encore plus seules, je pense, parfois qu'en milieu rural, où on aurait tendance à se préoccuper justement parce que, je ne sais pas comment expliquer, mais que justement on imagine qu'il y a plus d'isolement en milieu rural, donc on s'en préoccupe plus, tandis qu'en ville le problème il est exactement le même, et que finalement on se dit ben non en fait... il y a ce qu'il faut, donc il n'y a pas de raison. Mais pourtant, nous, on le constate. Mais je vous dis, c'est en allant vers, même si on a quand même des retours de personnes qui nous qui le disent. Je suis tout seul et je ne sais pas où aller. Romain Do, sur cette précarité liée à l'isolement, est-ce que vous l'observez fortement, avec quelle évolution? Alors, précarité au niveau de l'isolement, les gens... Moi, je ne fais que des ateliers de groupe. Ouais. Donc, les gens qui viennent dans nos ateliers, ils viennent à la fois pour avoir des bases en termes d'informatique, comprendre un peu comment fonctionne le numérique, et aussi faire du lien social avec le groupe. Et très clairement, on fait aussi bien des ateliers dans le numérique, mais pour parler un peu de l'actualité, des choses très diverses qui peuvent arriver sur la table. Ce qui est intéressant avec les ateliers de groupe, c'est aussi les gens qui vont se rencontrer et qui par la suite vont faire d'autres activités ensemble, donc pas forcément que liées au numérique. Et du coup, cet isolement en tout cas, se rétrécit avec ces ateliers. Mais dans le milieu rural ou hyper rural, en général, les gens ont de quoi se déplacer, donc la mobilité est très importante en termes dans les milieux ruraux, quoi. Ok. Un autre enjeu sur lequel je voulais vous questionner, depuis quelques trimestres, le marché de l'emploi s'est amélioré. Est-ce que vous avez observé un impact sur les demandes qui vous sont exprimées en termes d'accompagnement numérique? Est-ce qu'il y a davantage de sollicitations liées au monde du travail, au milieu professionnel, sur peut-être acquérir des outils, ou justement peut-être ceux qui sont restés justement à côté du marché de l'emploi, c'est comment je peux m'en sortir mieux avec les outils numériques pour trouver du travail? Je sais qu'à PIMS Bordeaux, vous accompagnez sur le CV, les choses comme ça. Non, non. Faites pas. On peut accompagner sur par rapport à tout ce qui est France Travail, l'inscription, la mise, certaines démarches. Après, tout ce qui est CV, c'est les personnes sont en autonomie. On peut guider un peu avec les conseils numériques, mais on n'a pas de compétences particulières à ce niveau-là, ni pour la lettre de motivation. Après, est-ce que ça a changé ou évolué ou pas, je sais pas. Mais par contre, on a des demandes qui sont différentes d'avant, parce que maintenant il y a beaucoup de personnes, notamment dans l'intérim, qui doivent signer les contrats en ligne. Ils n'ont plus de contrat papier, c'est sur une application, et ce qui complexifie encore plus en fait la démarche. Et les plateformes dématérialisées aussi pour l'accès au bulletin de salaire. Donc en fait c'est une évolution numérique. Et donc est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Je ne sais pas. J'avoue que c'est difficile d'évaluer, mais il y en a de plus en plus dans tous les cas d'employeurs qui basculent sur ces plateformes-là. Voilà. Et Romain, sur la dimension difficulté avec le numérique par rapport à l'emploi, est-ce que vous observez il y a quelque chose qui a changé depuis quelques années, il y a beaucoup plus de micro-entrepreneurs. Donc tout ce qui va être facturation, des choses comme ça, vont être beaucoup demandées dans certains types d'ateliers, ou en termes d'individuels, on va me demander est-ce qu'il y a possibilité de voir comment tu peux m'accompagner sur la création de ma micro-entreprise, histoire d'avoir un complément de revenu, des choses comme ça. Donc ça c'est très demandé, tout ce qui va être vente de produits en ligne aussi, des choses comme ça. Mais c'est très lié en ce moment au fait que, je sais pas, peut-être le marché de l'emploi s'est dynamisé, mais en termes de micro-entreprise, je pense que le chiffre a explosé en tout cas. En termes de micro-entrepreneurs, même dans des grandes sociétés, maintenant il y a des gens qui travaillent en tant que micro-entrepreneurs. Donc tout ce suivi-là, payer ses cotisations, URSSAF et tout ça, c'est pas forcément donné à tout le monde dès le départ, quoi.
Ok. Pierre Gasté, une réaction sur le sujet du marché du travail et les situations de précarité. Alors, dans les régies, on accompagne beaucoup, on a beaucoup d'ASP, de conseillers en insertion professionnelle, qui accompagnent. Et ce qu'on a vu, et je rejoins les autres sur le fait que ça s'est largement digitalisé et qu'on ne peut plus. Alors, il y a une fracture vraiment, il y a des fractures numériques, mais celle-ci, elle est importante. C'est-à-dire qu'on a ceux qui ont renoncé. Et ceux qui ont renoncé, ils viennent dans les PIMS, ils viennent dans les régies, ils viennent chez Famille Rurale pour demander qu'on fasse à leur place. Ils ont baissé les bras. Il faut mettre beaucoup d'énergie pour reprendre la main. Et puis, il y a aussi ceux qui sont obligés de tout faire en ligne et qui font mal et qui renoncent. On a un renoncement assez important. Récupérer ses bulletins de salaire, il y a beaucoup de gens qui renoncent. L'auto-entrepreneuriat, c'est très intéressant ce que disait Romain tout de suite, parce que en fait, il y a eu 700 000, je crois, quelque chose comme ça, enfin un nombre très très important de créations, dû à la précarité et puis à l'inflation qui était forte. Les gens cherchent un deuxième emploi et ils rentrent dans le monde de l'entrepreneuriat comme ça. Et il y a une sorte de mutation aussi. Ou on leur impose. On leur impose. Les aussi. entreprises imposent aussi des statuts d'auto-entrepreneur. Et donc il y a une mutation du marché de l'emploi avec la numérisation. C'est à observer et à garder avec beaucoup de vigilance en tout cas. Ben, ça fait écho avec des chiffres récents qui sont sortis sur des longues durées. Depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, en fait, le taux d'emploi précaire a été multiplié par 2. On était plutôt à 7% dans les années 80, on est à 16% cette année. Donc ça vient faire écho avec ce que vous observez. Pour conclure cette première partie sur les constats, je voulais vous poser une question sur quel est un petit peu le top 3 des principaux sujets qu'on vous demande, des principales questions qu'on vous pose lors des ateliers ou lors des accompagnements. Est-ce qu'il y a vraiment le sujet ou les sujets qui reviennent très, très souvent? Et est-ce que ces sujets ont évolué? Moi, ce que j'ai de retour des conseillers numériques, c'est Pôle emploi, CAF, Sécu. Pôle emploi, Amélie. CAF, Sécu. Amélie, c'est les premiers, je ne sais pas si vous allez avoir ces constats, ce sont ceux qui sont les plus demandés. Et puis beaucoup dans les quartiers, Valérie parlait des problématiques de langue, beaucoup de demandes aussi préfectorales qui viennent de plus en plus augmenter puisque les démarches physiques sont de plus en plus difficiles, elles sont numériques. Donc ce serait le trio, j'en retiens 4 évidemment parce qu'il faut sortir du cadre. Je dirais aussi la préfecture. Okay. Nous, il y aurait 2 niveaux. Au niveau de tout ce qui est plutôt médiation sociale, avec c'est quand même beaucoup les médiateurs qui font avec, mais sur l'accompagnement, c'est tout ce qui est demande de logement, en fait, accès au logement et la retraite. Alors peut-être que même les retraites vont dépasser les demandes de logement. Et après, au niveau des accompagnements numériques que peuvent faire nos conseillers, on a beaucoup de demandes, même si on ne le fait pas, on fait juste guider au niveau numérique pour tout ce qui est droit des étrangers. Parce que malheureusement, il y a des structures, par exemple sur Bordeaux, qui peuvent accompagner, mais au niveau de la préfecture et tout ça, il y a une grosse lacune sur l'accompagnement de ces personnes-là. Donc je crois que ça représente, il me disait, presque 60% là, de ces demandes de rendez-vous, en fait, sachant que nous, on n'intervient vraiment que sur le volet numérique et pas sur le côté administratif parce que c'est trop complexe et qu'on n'a pas à le faire bien qu'on soit France Service. Ok. Vous, Romain Do, donc, qui animez tout un réseau d'aidants numériques plutôt en milieu rural ou hyper rural, est-ce qu'on va vous observer ces mêmes priorités dans les demandes? Ou alors oui, nous on a beaucoup d'ateliers qui sont vraiment sur les bases, l'apprentissage, donc lutte contre l'électronisme, hein, là où en milieu rural on est à 6 points de plus par rapport à la moyenne nationale. En tout cas c'est l'INSEE 2023 qui dit ça, je crois. Et après moi j'ai des pans, alors dans mes ateliers personnels je sais que je vais beaucoup vers l'accès au droit, accès à la santé et aux démarches. Et ensuite, tout ce qui va être démarche individuelle. Donc là, c'est vraiment plus spécialisé sur des rendez-vous individuels. Mais ça dépend un peu des territoires
sur lesquels les conseillers numériques ou les aidants numériques de nos ateliers interviennent. En fait, nous, c'est assez spécifique. On a beaucoup d'associations locales qui couvrent un gros territoire sur la Nouvelle-Aquitaine. Et aussi bien, il y a des ateliers qui sont faits par des professionnels, des salariés, ou des bénévoles de nos associations. D'ailleurs, on les remercie beaucoup, parce qu'au jour le jour, ils nous aident beaucoup pour la mise en place des ateliers, ou voire même continuer des ateliers une fois que nous, on a fait nos premières missions. Voilà. Ok, très bien. Donc du coup, après cette partie sur les constats, finalement, à travers cette partie, on voit bien que rural, urbain, les précarités se ressemblent, les publics se ressemblent, les besoins aussi de ces publics. Et je vous propose de passer à une deuxième partie sur l'adaptation de vos actions face à ces précarités et l'impact de ces précarités sur vos actions. De quelle manière ces précarités influent-elles sur les offres de médiation numérique que vous proposez ? Autrement dit, à travers ces précarités multiples, comment les actions de médiation numérique s'adaptent pour tendre malgré tout vers l'autonomie des publics ? Romain Do, en tant que conseiller numérique, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Nous, on a mis en place beaucoup un dispositif de aller vers. Donc l'idée, c'est que je prenne ma petite voiture avec de l'équipement et que j'aille avec mon routeur dans des espaces ultra ruraux essayer de mettre en place des ateliers numériques. Donc avec l'aide ou pas des municipalités ou avec l'aide des associations locales sur place. Donc nous, on a tendu vers le aller vers. Aussi bien sur l'échelle nationale chez Famille Rurale, je sais qu'il y a un tiers des interventions qui se font en itinérance. Donc aussi bien avec la mise en place d'ateliers où le conseiller numérique ou l'aidant numérique va mettre en place l'atelier, ou par des bus. D'accord. Okay. Valérie Moutinard. Moi je suis convaincue que la formation numérique elle est importante pour tout le monde. Notre objectif aussi c'est l'autonomisation de tous les publics de manière très très utopique. Mais après il faut prendre aussi en compte que on a échangé avec Pierre par téléphone à ce sujet, c'est que on est aussi confronté à des publics qui ont d'autres priorités en fait, c'est où dormir ce soir, comment faire manger les enfants, etc. Et donc leur parler de formation numérique en leur disant que c'est important, ils l'entendent, mais ça reste pas en fait. Leur priorité c'est d'abord de savoir comment survivre, et c'est par étapes en fait. Donc il faut là où notre boulot il est très important, et il faut bien prendre en considération ces problèmes-là, et pas pour moi chercher à former trop vite les personnes qui finalement vont le faire par contrainte, vont pas suivre, vont décrocher ou vont plus revenir parce qu'en fait c'est pas ce qu'elles recherchaient. Donc c'est prendre le temps avec les gens, de discuter, de poser, de dire, de toute façon Pierre en parlait aussi tout à l'heure, c'est ça, c'est ok, on fait le point, vous en êtes là, vous avez besoin, on va avancer sur la CAF et progressivement je vous montre quand même. Et pour moi c'est un chemin qui peut être plus ou moins long suivant les personnes, mais si on ne prend pas en considération en fait ça, on ne pourra pas avancer parce qu'on va vouloir sauter des étapes et on va perdre les gens en route, et c'est pas l'objectif. Comme Romain, on essaye de faire de l'aller vers justement pour ça, comme je disais tout à l'heure, parce que pour redonner cette confiance aussi aux gens qui sont capables de réussir, parce qu'on entend aussi partout, le numérique c'est facile, tout le monde sait, mais finalement en fait tout le monde ne sait pas, même les jeunes qu'on croit comme collés à leur téléphone, hyper à l'aise, on se rend compte qu'après ils arrivent étudiants, ils savent pas faire forcément une demande de bourse, tous, ils n'ont pas tous les parents ou la famille autour aussi pour les accompagner et les guider, et donc c'est ça, pour moi il faut bien tout considérer, l'ensemble de la personne, de ses difficultés ou son ensemble de sa vie en fait, pour pouvoir la former correctement à son rythme et pas vouloir imposer forcément quelque chose, un modèle standard de formation. Justement, sur cette adaptation de l'action des danses numériques au public, il y avait une question sur le chat, c'est comment vous vous adaptez, puisque vous évoquiez tout à l'heure, Valérie, que vous aviez un certain nombre de demandes autour de la situation des habitants exactement allophones. Comment vous réussissez à vous adapter ? Est-ce que vous faites appel à des spécialistes ? Expliquez-nous. Il n'y a pas vraiment d'outils. Alors je sais qu'il y en a qui sont mis en place, qu'on n'utilise pas forcément à tort peut-être encore. Après, il y a l'avantage, c'est qu'il y a quand même, sans citer notre ami Google, en fait, il y a des outils qui permettent de traduire. On a des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise, parce que nous, en fait, on fait de l'accompagnement numérique
sur ordinateur, donc il faut arrêter aussi de vouloir former tous les gens sur des ordinateurs. Si on n'est pas équipé après chez soi, on n'y arrive pas. Du coup, l'outil principal, c'est le téléphone. On a quand même beaucoup de gens qui arrivent à basculer leur téléphone dans leur langue maternelle, en fait. Et donc, ça permet d'aider. Alors, pas du tout le médiateur parce qu'on ne peut pas, mais à la fois, en fait, si l'arborescence en fait, du site, on arrive à la reconnaître, on peut arriver à guider et à s'adapter comme ça. Mais c'est vrai que des outils à proprement parler... on n'en a pas, quoi. C'est aussi le conseil numérique, au même titre que des médiateurs numériques, etc., ou d'autres professions. C'est essayer d'adapter aussi son langage, en fait, parce que forcément, il y a un langage qui est très technique. Ça fait partie aussi de la médiation sociale, reformuler quand on voit que ça ne comprend pas. Et pour moi, c'est toujours prendre le temps, en fait. Après, si on veut aller trop vite... et il faut aussi observer, en fait, si on voit que la personne, oui, mais il suffit de cliquer là. Mais si cliquer, oui, c'est très clair pour moi, ça l'est peut-être pas pour Pierre et encore moins pour vous. Et voilà, c'est ça, c'est en ça qui, pour moi, c'est toujours prendre en considération la personne, en fait. Et, mais des outils, il en existe, mais c'est compliqué. Mais en plus, nous, on a quand même ce public qui, c'est pas la première urgence, en fait. Donc, c'est vrai qu'on pallie à d'autres problèmes avant d'essayer de résoudre... on réoriente vers des organismes de FLE, etc. Parce qu'il faut aussi que pour une insertion professionnelle et sociale, il faut qu'il y ait une meilleure maîtrise de la langue. Mais c'est des petites étapes et voilà, on s'aime. Ok. Voilà. À propos du FLE, Pierre Gasté, je crois que vous avez, il y a quelques temps, fait une expérimentation avec un organisme d'information sur La Rochelle spécialisé dans le FLE, et d'essayer de monter une action partagée avec des conseillers numériques, avec des formateurs FLE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter un peu cette expérience ? Oui, l'histoire, c'était de rapprocher les gens qui sont en difficulté avec les savoirs de base. Pas forcément du FLE, mais il y avait le FLE, il y avait l'illettrisme, l'électronisme, et réunir tout ça autour d'une expérimentation où on mobilisait les gens qui sont en difficulté. C'est-à-dire que trop souvent en médiation numérique, on a des gens qui sont très théoriciens, mais qui n'ont pas vu une personne en difficulté depuis longtemps. Nous, on a pris le principe de dire on les met tous ensemble et on voit ce que représente pour eux la médiation numérique, ce dont ils auraient besoin. J'en profite pour faire un retour sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de médiation numérique si on n'a pas résolu le bas de la pyramide de Maslow, où les besoins vitaux ne sont pas gérés. En ça, en parlant d'adaptation, il y a un vrai besoin de travailler en coopération avec l'écosystème dans lequel se trouve le médiateur numérique. Les travailleurs sociaux, les conseillers en insertion professionnelle, France Travail, tout l'écosystème qui peut être autour d'eux, les CCAS, les collectivités territoriales. Ça sera l'objet du troisième temps, où effectivement... Mais cette notion d'adaptabilité, elle passe aussi par le réseau. Et quand on a fait cette expérimentation sur l'illettrisme et l'électronisme, on a demandé aux gens ce qu'ils représentaient, et ils ont très rapidement en fait voulu passer du temps ensemble. Et on rejoint ce qui a été dit aussi sur l'isolement, où en fait, quand on a des limites qui sont linguistiques, qui sont numériques, qui sont mobilité, etc., on est très seul. Et cette solitude, c'est vraiment le gros problème de nos territoires, qu'ils soient ruraux, qu'ils soient urbains. Il faut aller vers, il faut ressusciter l'envie. Et cette envie de se rencontrer, de progresser, c'est une des clés importantes de la médiation numérique. Donc, on avait retrouvé ça avec ce dispositif qui avait été accompagné par la région Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs. On l'a ensuite étendu aux gens du voyage. On a fait pas mal d'expérimentations là-dessus, qui après, pour des raisons de moyens, n'ont pas forcément trouvé leur résonance auprès des collectivités qui sont toujours en difficulté aussi vis-à-vis du financement. J'ai une crampe, je vais être obligé de me lever. Okay. Et je voulais juste rajouter quelque chose aussi sur... on parlait de l'isolement et pour rassurer, etc., la pyramide de Maslow. Nous, on est convaincus, je pense, au niveau du réseau des PIMS aussi, que l'importance de notre existence aussi, elle tient parce qu'on met de l'humain, en fait, et qu'il y a beaucoup de portes qui se sont fermées, il y a beaucoup de chats, il y a beaucoup de juste des plateformes téléphoniques, voire même on n'a pas quelqu'un au téléphone, on a un robot qui nous parle. Et voilà, rien que là, en fait, on satisfait un des premiers besoins aussi, qui est le contact, en fait, prendre le temps, considérer la personne. Et je pense que rien que ça, en fait, on met notre petite pierre à l'édifice
sur l'étape de la médiation numérique, en fait, que ce soit la régie ou famille rurale. Le fait qu'il y ait quelqu'un en physique et pas juste une personne qu'on va contacter par un chat pour lequel je ne sais pas me servir. Voilà. Et par exemple, les plateformes téléphoniques, quand en plus on a une barrière de la langue, ben, c'est encore plus compliqué. Les temps sont limités, des fois les interlocuteurs, c'est timé. C'est juste pas possible, quoi. Romindo, sur ce sujet de l'adaptation face à des publics qui ne maîtrisent pas ou peu la langue française, est-ce que vous avez été confronté à ces situations? Pas spécialement. Okay. Dans mes ateliers, dans les ateliers que je connais, c'est pas spécialement le cas. Nous, on a 2/3 des personnes qui viennent qui sont des seniors. Donc, c'est des gens qui vont plus demander à rattraper des bases ou qui ont des besoins très spécifiques. Mais en termes d'adaptation à des personnes, non, une difficulté avec la langue. Enfin, en tout cas, peut-être ça va être plus lié à de l'illettrisme. Mais voilà. Okay. Toujours sur ce thème de l'adaptation à l'environnement qui se numérise de plus en plus, Pierre Gasté, vous faisiez le souhait en début de webconférence de tendre vers un numérique choisi et non pas un numérique subi. Et il y avait une question d'un des participants qui nous disait mais comment aller vers du numérique choisi alors que tout se numérise autour de nous très vite et s'impose. Comment choisir quand ça s'impose? Donner du sens, en fait. Ouais. C'est-à-dire que le numérique est partout, il est totalement transversal. Quand on vient à un atelier de médiation numérique, qu'il soit individuel ou collectif, le rôle du médiateur, c'est de donner du sens à l'action numérique et dire, voilà, que la personne réalise qu'elle est en capacité d'agir avec le numérique et d'agir seule, parce qu'elle le décide. Et comme elle le décide, elle a une influence dans sa vie quotidienne. C'est ça un numérique choisi, c'est d'être acteur de son action numérique. Et je trouve que c'est intéressant de laisser la place à la personne et lui dire vous avez le droit de réussir, vous avez le droit de prendre en main votre numérique, c'est vous qui choisissez et ça va avoir des répercussions positives dans votre vie. Et c'est redonner l'envie, ce que je disais tout à l'heure, c'est redonner l'envie pour se dire que c'est possible, c'est-à-dire que c'est pas les grandes sociétés américaines qui ont gagné la partie pour l'instant. Ils la gagnent pour l'instant, mais il y a un sursaut d'orgueil de la part des gens. Et puis, il y a moi, quelque chose que j'admire profondément chez les gens qui viennent nous voir en médiation numérique, c'est qu'ils ont l'humilité de dire « j'ai du mal, j'y arrive pas ». Et ils nous font un cadeau auquel on doit être vraiment digne, c'est leur confiance. Et quand on crée ce lien, quand on sort de l'isolement, on redonne de l'envie, qu'on s'intéresse à la possibilité de rendre un numérique choisi plutôt que subi, les yeux s'illuminent et les gens partent dans une dynamique qui est contagieuse et finissent parfois même par être des bénévoles. Vous parliez de bénévoles tout à l'heure, parce qu'ils ont trouvé un sens dans leur vie numérique, qu'ils ont choisi, peut-être de refuser des choses, hein, c'est aussi un choix, mais c'est ne plus être... c'est dur ce que je veux dire, mais on est tombé en esclavage aujourd'hui par des grandes sociétés américaines qui nous font des choses faciles, super, hein, qui marchent très très bien, mais dont le carburant sont nos données, dont le carburant sont nos choix. Et donc à un moment, il faut reprendre, c'est le coup de gueule du moment, hein. Donc à un moment, il faut reprendre un peu le pouvoir là-dessus. Okay. Ouais, l'avantage de l'inconvénient, c'est que ces personnes, ils ont des difficultés avec le numérique, mais ils ne l'utilisent pas. Donc ils sont tout à fait à même de choisir vers quoi ils vont tendre. Ils n'ont pas de mauvaises habitudes. Donc c'est là où c'est important quand même de montrer aux gens les différentes possibilités voilà, d'entrer et de faire un choix en conscience, quoi. Ok. Donc sur les milieux ruraux où vous agissez, à Famille Rurale, oui. On évoquait tout à l'heure le sujet de l'isolement qui existe en milieu urbain. Il existe aussi en milieu rural. Une des façons de s'adapter, c'est aussi d'aller vers. Est-ce que c'est plus facile ou moins facile d'aller vers en milieu rural? J'ai envie de vous poser la question à tous les deux. Vous faites tous les deux de l'aller vers. Qu'est-ce qui est facile et difficile en milieu rural et qu'est-ce qui est facile et difficile en milieu urbain? Romindo. Alors, pour ma part, ce que je pense qui est plus difficile quand on va donc dans les milieux ruraux faire aller vers, c'est déjà que financièrement, il faut que ça marche. C'est-à-dire que nous, transporter des PC, des ordinateurs, des routeurs,
mettre en place des activités. On ne peut pas se permettre non plus de se déplacer pour un rendez-vous de 10 minutes avec quelqu'un dans une municipalité juste pour échanger, quoi. Donc il faut toujours adapter et regarder ce qui est possible de faire et ce que ça va coûter aussi à la structure, comment c'est mis en place, comment ça va être financé. Et ça, des fois, c'est des grosses difficultés qu'on a. Aussi, il faut pouvoir trouver un lieu, ce qui n'est pas toujours facile. Hein. Tous les villages n'ont pas une salle à mettre à disposition. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. D'accord. Surtout en termes de financement, je pense, nous, la grosse difficulté due à l'Aller. D'accord, donc le financement de l'Aller, la logistique, Oui. L'écomatériel et trouver... Et des fois, il y a un peu cette chose où on confond un peu le France Service qui va aider aux démarches avec déjà un bus itinérant qui va venir dans chaque village pour faire les démarches et aider, et ce que nous, on essaye de mettre en place, c'est-à-dire des ateliers pour tendre vers l'autonomie, créer du lien social entre les gens et leur permettre de s'approprier en fait des contenus. Okay. Ça, c'est des fois, c'est difficile à comprendre pour certaines municipalités, la différence entre les deux, quoi. Ok, d'accord. Valérie Motinard, le aller vert en ville, c'est facile, puisqu'il y a une densité de population qui est plus importante. Oui, c'est facile, on va sur le papier. C'est facile sur le papier. Après, déjà, il faut être à l'aise avec ça. Donc, nous, on essaye de former aussi nos médiateurs, parce que c'est pas si simple que ça, d'aller vers les gens, en fait, qu'on ne connaît pas. Et on se retrouve aussi, et moi, je pense la première, confrontés à des gens qui sont ultra sollicités, par du démarchage, par la vente, etc. Et donc, ils n'ont pas forcément... Il y a toujours cette histoire de confiance. Comment expliquer ça ? Parce que oui, aller discuter avec une personne comme ça dans la rue, en plus on est équipé de tablettes, donc ils ont un peu l'impression qu'on va leur vendre une véranda ou des panneaux solaires. Donc il faut déjà passer ce premier cap. Et moi je leur dis, parce que notre objectif en fait, c'est d'aller vers pour les faire venir, que ça soit chez nous ou dans d'autres structures. Mais j'explique aux médiateurs que des fois, il ne faut pas forcément les questionner sur s'ils ont des problèmes numériques ou d'accès aux droits. C'est juste demander aux gens s'ils vont bien, en fait. Toujours, on est médiateurs sociaux. Voilà, on est juste là pour voir si tout va bien. Et les gens, finalement, ils finissent par dédier la parole. Et après, on s'aperçoit qu'ils ont des problèmes. Et on peut... voilà. Ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Mais ça marche quand même assez facilement. Et les gens apprécient. Des fois, quand on leur demande juste, ils nous disent oui, non. Et voilà, mais après, ça enclenche une conversation. Et c'est là où on peut évaluer, sans leur poser des questions très formelles, savoir, vous parlez de, j'en sais rien, vous avez des problèmes dans votre résidence, au niveau du voisinage, sachez qu'il y a, etc., etc., etc. Et donc, ces démarches d'aller vers avec le triporteur existent depuis un certain temps. 2019. Depuis 2019, donc vous avez un vrai recul. Oui. Et qu'est-ce qui a changé dans vos pratiques entre les premières sorties de 2019 et les sorties de maintenant ? Est-ce que vous avez changé votre façon de faire ? Et quels sont les changements que vous avez opérés ? Ça dépend de ce qu'on recherche en fait sur certaines... si on fait du pied d'immeuble en fait dans des résidences, clairement il faut qu'il y ait une régularité, une communication en amont en fait, parce qu'il y a parfois des personnes qu'on va pouvoir voir qui finalement elles vont pas forcément se saisir des orientations. Et on en a parlé avec une collègue qui est dans le chat actuellement. Et du coup, si on pouvait leur dire... il n'y a pas de souci, on en parle aujourd'hui, on est là dans 15 jours, etc. Ça permet de créer ce fameux lien de confiance, et après on redirige en fait vers les autres personnes. On se rend compte aussi qu'à plusieurs, on peut être plus fort. Faire des co-interventions avec des partenaires, en fait, ça permet aussi aux partenaires qui sont moins à l'aise avec l'Aller vert, mais justement d'investir l'espace public et de pouvoir aussi aller capter leur public. Par exemple, on l'a fait avec la Maison de l'Emploi, enfin voilà, des choses qu'on a fait avec France Travail, mission locale, qui disent c'est bizarre, les gens ne franchissent pas forcément les portes. Comment on peut faire pour aller les capter ? Mais allons ensemble sur l'espace public. Nous, on continue à faire notre boulot, médiation numérique, accès aux droits, etc. Mais on est là aussi en appui pour vous. Et l'avantage du triporteur, c'est que on aime ou on n'aime pas, mais ça attire, ça pose question, et donc ça a une façon aussi d'attirer les gens à nous. Ça marche pas forcément tout le temps, mais effectivement, c'est pas simple. On a essayé plein d'endroits. On a essayé les arrêts de tram parce que c'est des gros lieux de passage, des places où les gens peuvent être
se poser comme à André Meunier par exemple, et donc on peut être confronté aussi à différents types de publics, un public très marginalisé en fait qui est sur place, et c'est l'occasion aussi de vraiment aller capter des publics qui sont très fragiles en plus. On a fait des interventions en milieu scolaire. Or, dans l'établissement et devant, l'approche, elle n'est pas la même, sachant que nous, on n'est pas là pour former, mais bien pour essayer de développer un esprit critique auprès du public plus jeune. Les sorties des classes, ça marche bien, mais à la fois, les parents ne sont pas disponibles quand ils ont récupéré les enfants. Donc, on essaye d'adapter et de plutôt faire l'entrée des classes. Ils laissent les enfants et après, on prend le temps. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y a, à certains endroits où on est allé, c'est la régularité et la fréquence. De manière fixe. La régularité, la variété des lieux. Oui. Et puis, ce que vous indiquiez, c'est la communication en amont. C'est ça. Pour dire, on arrive, on sera à tel endroit, de telle heure à telle heure. Voilà, et c'est bien aussi de se greffer avec des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, on a fait des animations où c'était quand même très culturel. Enfin, des animations. On s'est greffé sur des animations très culturelles. Et où finalement, on ne pense pas forcément accès au droit. Mais ça permet aussi de les capter à notre public et de un peu dédramatiser aussi le truc, quoi. Oui, effectivement, en pleine nuit d'un concert, on ne va pas aller parler de ces problèmes de RSA, mais à la fois d'être un peu en décalage, mais ça permet aussi de rencontrer dans un cadre un peu moins formel et austère, moins lourd, une thématique qui pourrait être la solidarité en règle générale, qui pourrait stigmatiser, et ça permet aussi d'aller échanger de manière un peu plus détendue, sachant qu'on le fait avec aussi, on amène café. L'été, on amène de quoi aussi, un petit truc plus convivial. Un peu de convivialité. Et là, on envisage, les médiateurs envisagent même, ou ont proposé en tous les cas, qu'on amène pourquoi pas un jeu de molki ou n'importe quoi, pour que justement les enfants... Un côté ludique. Ouais, c'est ça. Et que... un jeu de molki comme... Ouais, ou que des gens, par exemple... on discute avec le papa ou avec la maman et le parent en fait s'occupe des enfants à côté, et ça évite aussi que les enfants entendent les difficultés des parents. Bien sûr. Et pourquoi pas essayer de développer ce genre de choses. D'accord. Voilà. Donc, et en milieu rural, Romindo, l'allée vert, vous le pratiquez aussi depuis quelque temps. Quels sont les enseignements que vous avez pu tirer de vos expériences ? Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui marche moins bien ? Alors, qu'est-ce qui marche ? Déjà, quelque chose qui marche plutôt pas mal, ça va être tout ce qui va être affichage dans les commerces de proximité. Donc, très ciblé, boulangerie, boucherie, voilà, des choses. Tout ce qui va être aussi accueil des mairies, qui, elles, des fois, subissent cette fracture, et qui donc ont des gens qui viennent voir directement à la mairie s'ils peuvent avoir un coup de main pour telle ou telle démarche, s'il n'y a pas de France Service ou de choses comme ça à côté. Donc ça, c'est les 3 points. Après, on fait aussi de temps en temps, on va sur des marchés. Donc l'idée, c'est d'aller sur les marchés, faire la petite promo de l'atelier qui va être mis en place, histoire de rencontrer les gens. On sait que là, on va avoir du public qui potentiellement peut être intéressé. Et sinon, une dernière chose qu'on peut essayer de faire, c'est le médecin. Donc, pour tout ce qui est aller voir le médecin déjà, premièrement, lui expliquer que nous on essaye de mettre en place de l'accès au droit et à la santé, voilà, notamment par les nouveaux services, de lui expliquer que à tel endroit il y a l'association Famille Rurale qui a un point de médiation numérique où on fait des ateliers sur ce sujet, et que si lui voit des gens qui sollicitent son aide, il peut les orienter vers nous, quoi. Une des méthodes. Ouais. Je voulais vous interroger aussi sur les points de médiation numérique que vous coordonnez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Alors en fait, les points de médiation numérique, c'est des points d'accueil où est à disposition des ordinateurs, donc pour les gens qui voudraient faire les démarches, et peut être accompagné ou non d'un aidant numérique, qui va être salarié ou bénévole, qui sera formé. Voilà. Très bien. Sur ce sujet de l'adaptation, les régies de quartier pratiquent aussi l'allée vert. Quand Pierre Gasset, vous animiez Net Solidaire, il y a eu des actions d'allée vert. Tous les temps de médiation ne se faisaient pas dans les locaux de la régie de quartier. Quel regard, avec le recul, vous portez, quels enseignements vous tirez de ces actions d'allée vert ? Je ne vais pas répéter ce qu'ont dit mes collègues, mais on allait souvent sur les marchés, on faisait des permanences sur les marchés. Dans les régies, il y a des événements qui sont créés aussi. Je pense à une régie qui avait fait un atelier de mixage en bas des tours
mixage de sono. C'était le quart d'heure sono, ça mettait un peu de bruit. Et en fait, l'idée, c'était de venir. Les gens venaient ou râler ou danser, mais il y avait un dialogue qui se créait. Et créer ce dialogue, je reviens sur ce que disait Valérie, c'est exactement ça qui compte. On crée le dialogue, on crée les événements, là, les verts. On a besoin d'avoir des collectivités qui prennent conscience que les structures de médiation numérique, elles sont aussi là pour apporter de l'événement, du festif, recréer de l'envie. Et il faut les accompagner là-dedans. C'est pas simplement financer le poste d'un conseiller numérique, qui est fondamental, ça on en cofinancer. Mais c'est aussi faire des événements, créer. Il faut qu'il se passe quelque chose en bas des tours. Et souvent, ce qui se passe en bas des tours, c'est pas forcément les voitures qui brûlent ou les feux d'artifice qui pètent. Ça peut être aussi des choses festives, ça peut être sportif, ça peut être. Et s'associer, je reviens à ce qu'on disait, j'anticipe, je suis désolé. Et s'associer avec d'autres partenaires, c'est fondateur. Et les démarches, on pourra en parler pendant des heures, les projets ne manquent pas de faire de l'aller vers. Le coup du médecin, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est un relais, c'est trouver des relais d'information en disant mais le numérique, c'est pas simplement de la formation au numérique, c'est de l'éducation au numérique, c'est de l'accompagnement. On vient parler de numérique comme on parle de cuisine, comme on parle de foot ou de culture. Il y avait aussi une expérience qui avait été menée, je ne sais plus où elle en est aujourd'hui, de faire des musées numériques. C'est-à-dire faire venir en bas des tours des lieux où les gens peuvent venir découvrir des œuvres avec le numérique. En fait, tous les sujets sont bons pour peu que ça fasse descendre les gens en bas des tours. Vous évoquez les microfolies? Les microfolies, voilà, c'est ça. C'est ça? Oui. Ok, d'accord. Les microfolies. Pour conclure cette dernière partie sur... Oui, je voulais rajouter quelque chose parce que c'est le médecin qui m'y en fait penser. Oui. Au niveau de l'aller vers aussi, on a une équipe de médiateurs en fait, qui intervient au domicile des seniors sur la ville de Bordeaux. Okay. Et donc, ils communiquent au niveau des CCAS, mairie. On est soutenu par la mairie, portage de repas, etc. Et ils ont été tractés en pharmacie et cabinets médicaux. Et ils ont eu beaucoup de retours parce que voilà, il faut aller chercher malgré tout là où les gens sont. Et au niveau de la rupture de l'isolement, vu qu'on travaille en partenariat avec la plateforme Autonomie Senior, le fait qu'ils aillent au domicile des gens, ça leur permet aussi de voir déjà l'état du domicile. On ne sait jamais, en fait, les personnes qui sont très isolées. Et justement, de pouvoir faire le lien, en plus, avec la plateforme Autonomie Senior qui prendra le relais sur d'autres choses. Ce n'est pas toujours le cas. Il y en a quand même des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, mais pour lesquelles tout va bien. Mais on a aussi cette mission-là, en fait, au domicile des personnes, avec le volet numérique et un peu moins accès aux droits. Okay. Et ça me fait penser à une autre question où vous êtes confronté, je pense, au même challenge. Quand vous faites de l'aller vers, il y a effectivement le premier contact qu'il faut réussir à transformer. Le petit pas. Le premier petit pas. Mais après, l'idée, c'est qu'on puisse continuer, que vous puissiez continuer à cheminer ensemble. Et comment réussissez-vous à faire venir, parce qu'il y a l'aller vers, mais ensuite à faire venir. Quelles sont vos expériences en milieu rural, vous, Romindo, et Valérie, en milieu urbain? Est-ce que vous réussissez à faire venir et comment vous faites? Après, on ne peut jamais obliger les gens, donc on donne l'information. Après, on a l'avantage où nous, des fois, on arrive à faire des démarches, tout ce qui est accès au droit en direct avec les gens. Donc finalement, ils étaient là, on a commencé la démarche et après, on peut finir. Donc on donne des rendez-vous en direct, on appelle nos collègues en fait sur site pour prendre les rendez-vous. Après, la personne, elle vient ou elle vient pas. On a eu la chance de travailler avec des collègues médiateurs de rue, donc on co-intervenait pour le faire venir. Vu qu'ils avaient déjà identifié aussi nos collègues pouvaient les accompagner physiquement en fait sur la structure. Ils se donnaient rendez-vous et ça créait le lien. Voilà. Après, moi, ce que j'ai pu constater, alors je fais quand même moins de sorties de par mes fonctions, mais quand j'intervenais beaucoup sur le terrain, j'avais intérêt à donner rendez-vous avec moi, en fait. Parce que concrètement, les gens, ils m'avaient vu, les personnes m'avaient vu. C'est pas beau de dire les gens, mais les personnes m'avaient vu. Et ça rassurait de savoir qu'ils allaient avoir la même personne en face. Après, voilà... À part certaines personnes, si on ne va pas les chercher, si on ne les accompagne pas, voilà, même si on donne l'information, on peut être le plus convaincant possible. Voilà. Pour le dire autrement, l'idée surtout, c'est de ne pas casser ce premier lien de confiance qui a été créé,
Donc idéalement, si j'ai bien compris, c'est de garder le même contact, que ça soit la même personne, et puis que ça puisse être dans un espace-temps très réduit, que le second rendez-vous puisse venir vite et pas trop loin. Je pense. Ouais. Et après, c'est ça, c'est comment... Et puis pas vouloir... Effectivement, il ne faut pas que le rendez-vous il soit trop long dans la durée, mais ça, après, c'est mon petit côté un peu... un bisounours, quoi. Mais clairement, quand je disais qu'il fallait prendre le temps d'écouter les gens, etc., il ne faut pas vouloir aller trop vite. Voilà. Parce que c'est difficile d'analyser comment une personne est, etc. Mais c'est pas en la brusquant que ça va marcher, en fait. Donc c'est arriver à trouver cet équilibre. Il y a des gens qui ont besoin d'être un peu secoués, gentiment. Mais voilà, pour leur dire, écoutez, maintenant, il faut y aller. Vraiment, vous ne pouvez pas rester comme ça. À la fois, on ne les forcera pas. Mais c'est arriver à trouver, en fait, le bon équilibre. Et justement pour que la personne elle se dise elle a pris le temps, on va voir au moins on va voir ce que ça donne, j'y vais. Qu'elle se dise après ça lui convient ou pas, mais voilà, c'est trouver ce petit truc. Après on n'est pas magicien, on essaye, mais voilà, c'est mais moi je me dis que quand même si c'est, j'arrête de parler, mais même si c'est pas là, si par exemple j'ai rencontré Pierre, voilà, Pierre il a des difficultés, on a échangé, je lui ai donné rendez-vous, il vient pas, j'ai foi de me dire que quelque part j'ai semé quelque chose, que si c'est pas maintenant qu'il s'en saisit pas, il a au moins l'information, et que quand il sera prêt, quand il aura réglé peut-être d'autres choses, il sait où nous trouver, où il sait que ça existe, et il s'en saisira à un moment donné. Peut-être que je me trompe, mais je pense que voilà, je continue à avoir espoir en ça en tous les cas. D'accord. Voilà. Romain Do, sur tirer le fil de ce premier contact de confiance, comment vous opérez ça? Alors, vous réussissez à faire venir dans vos ateliers des gens que vous avez vus sur l'allée vert en individuel ou... Oui, alors en général, moi, ce que j'ai mis en place déjà, dès que je suis arrivé, qui n'était pas forcément en place, c'était un livret de suivi. Un livret de suivi. Un livret de suivi avec vraiment les attentes de la personne. Pour pouvoir suivre, qu'elle puisse voir le parcours qu'elle accomplit depuis qu'elle est arrivée dans nos ateliers. C'est peut-être pas forcément utilisé par tous les aidants numériques ou les conseillers, mais j'étais parti dans l'optique, à l'instar de la formation professionnelle, donc d'avoir un peu une évaluation à chaud de ce que la personne pense avoir acquis ou non acquis sur son premier atelier, voilà, et ensuite voir l'évolution avec un questionnaire ensuite plus tard, à la fin de son parcours, quoi. Et comment ce livret est-il perçu par le médiateur? Est-ce que c'est un outil dont il s'est saisi, puis par la personne aidée? Alors je sais qu'il y a pas mal de médiateurs au début, ils étaient un peu réticents parce que ça faisait de la paperasse en plus et il y avait cette idée de on va perdre du temps à mettre en place l'atelier, mais ce que ça a montré par la suite, c'est surtout qu'après on peut individualiser un peu plus des parcours, voir si l'ensemble des personnes qui suivent ce parcours ont une demande commune, pouvoir améliorer nos contenus aussi par la suite. Voilà. Donc c'est une façon de s'adapter, mais là vraiment de façon très personnalisée, très individualisée. Ouais, très individualisée. Okay. Et puis ça permet aussi en termes de bilan, parce que moi je suis financé par la conférence des financeurs en Gironde. En termes de bilan, ça nous permet aussi d'avoir des choses très détaillées. Expliquer bien ce qu'on a mis en place, là où les gens ils ont progressé, quels sont les points sur lesquels on voudrait aller par la suite pour continuer à faire évoluer leur parcours ou des choses comme ça. Ok, très bien. Pierre, vous voulez... là-dessus, moi je rejoins Romain là-dessus. C'est extrêmement important de donner de la visibilité à la personne sur son parcours, sur ce qu'elle sait déjà, l'impliquer aussi dans son parcours de médiation numérique, et puis lui montrer qu'elle est importante, donc il y a quelque chose qui se formalise. Ça donne aussi, ça a beaucoup de vertus de faire d'avoir des outils d'évaluation, de suivi tout au long du parcours, en amont, en aval, pendant, de valoriser la personne sur ses acquis. C'est vraiment très vertueux cette démarche-là. Et puis en matière de financement, c'est aussi très important de donner de la visibilité aux financeurs, de dire voilà, là on a réussi, là on n'a pas réussi, mais on aurait besoin de telle chose, telle chose, telle chose. Les choses sont factuelles. On est dans un domaine qui est très humain. Il faut aussi le rationaliser tout en gardant l'humain. C'est toute la difficulté de la médiation. Enfin, c'est une des difficultés de la médiation numérique. C'est on tire le petit fil et au fur et à mesure, en tirant le fil, on s'aperçoit que la plotte se réduit, c'est-à-dire la fracture, la difficulté, et puis les compétences de la personne grossissent sur ses genoux en tirant le petit fil. Et ensuite, on sait combien on a tiré de fil, on est capable de donner de la visibilité,
de mettre ça en perspective pour donner du sens et créer ce que j'espère de tout cœur l'EDEC sur le métier de la médiation numérique donnera, c'est-à-dire donner un véritable sens à cette filière. Ok. On aborde la troisième et dernière partie de cette webconférence, à savoir, on l'a déjà abordé, la notion de collaboration. Et vous l'avez dit très spontanément déjà depuis le début de cette webconférence, notamment vous Valérie, vous avez dit parfois on est plus fort en y allant à plusieurs. Et c'est maintenant sur ce sujet-là que j'aimerais pouvoir échanger avec vous sur les collaborations, les partenariats, les mutualisations. Alors, vous avez eu l'occasion de faire de l'aller vers, Valérie Moutinard, avec des partenaires. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est venu et avec quels partenaires et pour faire quoi? Pour aller capter les personnes et les faire venir dans les structures. C'est parce que... Avec quel partenaire c'était, pardon? C'était... On a fait avec la Maison de l'Emploi, France Travail, Mission Locale, enfin il y en a Ok. beaucoup. Ok. Parce qu'en fait, notre dispositif donc, du triporteur a commencé fin 2019 et à force d'en parler et les personnes des structures, responsables ou pas, se sont intéressées. Et il y avait cette question de l'aller vers. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de structures, de collectivités, en fait, qui se la sont posées, en fait, parce qu'effectivement, elles savent très bien qu'il y a des gens qui ont des besoins, mais qui ne viennent pas. Pourquoi? Si elles ne viennent pas, c'est peut-être à nous à aller vers elles, quoi. Pour aller vers, comme je disais, en fait, c'est pas forcément si simple. Vu que nous, on proposait un outil, en fait, on le faisait. Mais en fait, on a été sollicité et on nous a demandé, est-ce que ça vous dérange si on vient? Parce qu'on a, par exemple, un des premiers, je crois que j'ai fait, c'était avec la Maison de l'Emploi, notamment, de Bordeaux, qui organisait un événement, un recrutement dans un quartier et qui avait besoin de communiquer là-dessus, mais il y avait la campagne d'affichage assurée par la ville, etc. Mais ils savent très bien que ça suffit pas et que pour aller parler en fait de quelque chose, il faut le faire en direct avec les gens. C'est pas parce qu'ils reçoivent le SMS de France Travail ou quoi qu'ils vont forcément venir. Ils ont besoin que quelqu'un leur explique. Sauf qu'après, nous, on voulait pas être non plus porteurs de l'information parce que moi, je peux très bien parler du PIMS. Mais en soi, je peux pas aller parler de ce qu'a fait Pierre. Il aura beau me briefer pendant 2 heures. Et donc, l'idée, c'est que, ok, vous venez, mais c'est vous qui parlez. Donc, nous, on pouvait aller capter les gens. Et en fait, on les réorientait vers eux. Et en fait, après, le déroulé, ça se faisait tout seul. Pareil, les gens venaient pas forcément, mais l'idée, c'était de ça. Et d'être à plusieurs, ça rassure aussi les médiateurs, en fait. Parce que l'espace public, c'est quand même un espace qui n'est pas forcément dangereux, mais tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec quand il y a beaucoup de monde, de passage, des fois ça va vite. Et donc, le fait d'être à plusieurs, c'est que même si moi je suis pas très à l'aise, ça peut être toi qui y vas, mais toi tu vas capter la personne. Et moi, après, par contre, je m'occupe de prendre le temps avec elle, etc. D'accord. Alors, il y a un sujet qui revient souvent quand on parle de médiation numérique et d'action en partenariat avec d'autres travailleurs sociaux, c'est le partage de qui fait quoi. Est-ce que cette compréhension réciproque, elle a été facile en se disant, ok, vous êtes des aidants numériques, vous êtes capable d'aller jusque-là, et moi, je prends le relais à partir de là. Est-ce que cette compréhension mutuelle des compétences des uns et des autres, elle a été facile à gérer? Entre les différents partenaires? Oui. Après, nous, l'avantage, c'est qu'on a et le volet numérique et accès au droit. Mhm. De par toutes nos missions. Et donc, généralement, les partenaires, ils avaient leur propre mission, que ce soit l'emploi ou thématique de la santé, etc. Donc, c'était ça s'est fait tout seul. Il n'y a pas besoin de définir, Ok. puisque parce qu'on est intervenu, par exemple, aussi avec le CIDFF, le CASSIS, s'il y avait une question en problématique, en fait, avec la santé, clairement, on a notre partenaire qui est présent. Enfin, la question ne se posait pas, en fait. Donc, ça s'est fait naturellement. D'accord. Voilà. Ok. Et, et donc en milieu rural, Romindo, est-ce que les partenariats sont plus difficiles parce que finalement il y a peut-être moins d'acteurs ou justement peut-être parce qu'il y a moins d'acteurs,
finalement, bah, on a peut-être moins le choix des partenaires autour de nous et du coup, peut-être que la difficulté fait qu'on se serre peut-être plus les coudes entre partenaires en milieu rural. Quel regard vous avez, quelle expérience vous avez de ce travail en partenariat en milieu rural? Des fois, en milieu rural, déjà, ce qui est compliqué, c'est d'avoir tout le monde en même temps, au même moment, de disponible autour d'une table, selon si c'est une municipalité, si c'est la communauté de communes. Des fois, ça, c'est quand même très compliqué. Mhm. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'on est très peu, finalement, sollicité par ces municipalités ou ces CDC pour mettre en place des ateliers. Des fois, on va mettre en place nos propres ateliers. Et c'est eux qui vont venir par la suite dire: Ah, mais on a entendu parler que vous faisiez ça, je sais qu'il y a du monde maintenant, comment on peut vous aider? Donc, des fois, je prends des fois l'inverse. C'est-à-dire que je vais plutôt vers mettons en place dans l'association ce qu'on veut mettre en place. Et on laissera ensuite des partenariats possibles venir nous aider, voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Mais je préfère faire le premier pas en général plutôt que d'attendre un feu vert de tout l'ensemble des acteurs qui puissent nous aider pour mettre en place quelque chose, quoi. Et justement, à ce sujet, il y avait une question dans le chat Oui. précédemment sur comment sensibiliser les collectivités territoriales pour créer des ateliers et les amener à vraiment être en coopération avec votre activité. Eh ben, c'est la grande question. Ouais. Des fois, moi, enfin, c'est pour ça que je préfère mettre en place des ateliers et ensuite leur montrer en fait les résultats, le fait qu'il y a moins de gens qui viennent aussi des fois les solliciter spontanément pour de l'aide et eux n'ont pas de solution. Du coup, ils nous identifient, ils réorientent vers nous et de par le nombre de personnes qu'on accueille dans nos ateliers ou dans nos points de médiation numérique, c'est ensuite eux qui font la démarche de venir nous aider. Comment on peut vous aider? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes de communication? Même ne serait-ce que ça, une communauté de communes qui va communiquer sur nos ateliers déjà nous aide à attirer de nouveaux publics. Il y a des moments où on a beau dire on a mis ça en place, bah, la formation passe pas forcément très très bien, quoi. Où on nous dit oui, alors il faudrait placer vos affiches sur tel type de site, mais vous n'avez pas accès, donc il faut faire la demande à quelqu'un. Et en fait, toutes ces barrières, en fait, qui prennent beaucoup de temps, je préfère les sauter, mettre en place directement l'atelier, et ensuite on va plus communiquer dessus, quoi. Et puis la communication en ligne, si une personne ne sait pas forcément aller Exactement, naviguer sur Internet, exactement, ouais. ça limite un peu. Donc tout ce qui va être le journal et tout ça aussi de la communauté de communes, c'est ce qu'on essaye de faire. Je vais prendre le cas d'une ville où j'interviens qui est Saint-Médard-des-Rangs, où la municipalité est vraiment nous aide beaucoup à développer les ateliers. Bon bah on a tellement développé l'atelier que maintenant il y a 2 ateliers en fait dans la même matinée. Avec on va directement dans la salle du conseil municipal, ils nous mettent des articles sur les grands panneaux dans la ville, voilà, et ça a attiré beaucoup de gens et eux ça les soulage en fait de devoir faire pour des gens avec des personnes qui ne sont pas formées à ça à la base. Il y a une acculturation aussi des élus qui est importante. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, en tant qu'élus, ont des difficultés parce que tout s'est numérisé, même au sein d'un conseil municipal, au sein d'associations des maires de France, tout est numérisé. Ils comprennent si ils ont besoin d'être acculturés. Quand ils ont cette acculturation, ça devient un sujet municipal qui est important parce que c'est le lien qu'on garde avec ses administrés. C'est ce qui fait qu'on va avoir de la reconnaissance, c'est ce qui fait qu'on va être reconnu. Et puis, il ne faut pas oublier que les personnes âgées sont des personnes qui votent beaucoup. Mm. Disons-le. Et, je voulais vous poser une question, Romain Do. À l'occasion des ateliers que vous animez, s'il y a des sujets qui sont exprimés, des demandes qui sont exprimées, Oui. Sur lesquels vous n'avez pas forcément la compétence ou vous n'avez pas forcément de prêt un atelier disponible. Oui. Comment vous gérez la réorientation? Je ne sais pas, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est intéressé par l'impression 3D ou par une utilisation assez précise d'un outil qui n'est pas prévu dans vos ateliers. Est-ce que vous connaissez autour de vous votre écosystème en disant, alors bah, nous, on ne sait pas faire, mais il y a cet autre association. Est-ce que ça... Alors moi j'interviens dans le sud Gironde, sur l'est de Bordeaux, des fois dans le nord de Bordeaux. Donc connaître tous les acteurs du territoire, c'est impossible. Bien sûr. Mais justement, lorsqu'on va me solliciter sur ce type de projet ou sur ce type de choses, c'est là où c'est intéressant en groupe de dire, OK,
telle personne veut telle information, comment vous feriez pour obtenir cette information? Et c'est dans ce petit jeu-là où les gens vont dire, ah, mais nous, on pourrait aller sur tel moteur de recherche, regarder ce qu'il y a, et là, du coup, on trouve ensemble l'acteur que la personne recherche. Ok. Voilà, et ensuite, on va l'appeler. J'en parlais enfin, il n'y a pas très longtemps dans une formation de conseiller numérique, mais c'est vrai que j'ai une personne qui est venue dans un atelier avec une machine qui fait des photos à 360 degrés, mais c'est un vieil objet qu'il a trouvé chez un vieux photographe. Et donc, il cherchait quelqu'un pour réparer cette machine. Et donc, le jeu, pendant 1 heure et demie, a été d'essayer de trouver la personne. On l'a appelé, et cette personne a résolu le problème en 5 minutes, quoi. Donc, voilà. Ok. J'avais une question pour vous, Pierre Gasté. Parmi les acteurs de la médiation numérique, il y a beaucoup d'acteurs associatifs. Et parfois, pour répondre à des appels à projets, il y a des consortiums qui sont exigés, ou sans forcément qu'il y ait cette exigence de consortium, des associations décident de répondre ensemble à des appels à projets. Je crois que vous avez quelques expériences sur le sujet. Et quels sont un peu vos retours d'expérience? Qu'est-ce qui fait que parfois ça marche et qu'est-ce qui fait que parfois ça marche pas d'aller à plusieurs sur un appel à projet? On va commencer par ce qui fonctionne bien. Ce qui fonctionne bien, c'est des synergies, c'est des complémentarités. C'est une dynamique qui montre à un territoire que les acteurs se parlent, sont capables de travailler ensemble. Ça, c'est positif. Ce qui est plus difficile, c'est que lorsqu'il y a des financements qui sont partagés dans un consortium, c'est que chacun trouve sa place et son périmètre. Et que chacun, il n'y ait pas un acteur qui prenne plus de place qu'un autre, et que derrière, il y a des jalousies, des difficultés. Puis il y a un autre élément qu'on peut évoquer dans le travailler ensemble, c'est aussi que les acteurs de l'action sociale et de l'action numérique en particulier sont très avares je vais mettre les pieds dans un plat, très avares de la possession ou de la relation qu'ils ont avec une personne aidée. Et cette personne accompagnée, elle s'en fout complètement. Ce qu'elle veut, c'est qu'on l'accompagne. Et notre rôle à nous, c'est justement d'essayer de gommer ces concurrences, ces jeux de rôle. Et il y en a beaucoup de concurrences. Parce que quand on parle de politique de la ville, eh bien, un acteur nouveau qui va arriver va prendre des budgets qui vont être enlevés à d'autres, ça va créer des tensions et sur le terrain, ça va se ressentir. Donc, c'est aussi du devoir des collectivités territoriales d'aider les acteurs de l'action sociale à partager des financements, à partager aussi des publics. J'en parle comme si c'était une marchandise, ce qui est absolument pas mon propos, mais c'est ces personnes qu'on accompagne, qui nous font le don de leur confiance, il faut que pour eux, ce soit sans couture. Et on a mis en place des dispositifs sans couture, que ce soit pour l'emploi, que ce soit pour la médiation. Dans toutes les régies de France, il y a des expérimentations et des projets carrément qui tiennent la route, qui sont mis en place pour justement faire en sorte que tout le monde marche sur le même chemin dans l'intérêt de la personne et pas de la structure. Et ça, c'est des décisions managériales qui doivent être prises en collaboration avec les collectivités. Valérie Moutinière, vous disiez que vous aviez travaillé en partenariat avec plein de structures, vous citiez le CDFF, Mission Locale, etc. Est-ce que vous vous êtes confronté à ces difficultés des fois d'appropriation des publics ou ça n'a pas été un sujet? Non, Non? non, ou alors je suis passée à côté, mais ben non, puis je le souhaite pas en fait, parce que Non, peut-être pas, c'est mais pas quand il y dans a de la. l'argent. Oui, quand il y a de l'argent, mais alors après, ben, là, c'est parce que là, je pensais terrain. Après, effectivement, mais malheureusement, le contexte fait aussi que ça va être. Pour moi, il faudrait mutualiser plutôt que de tirer la couverture qu'à soi. Mais après, on n'est pas dans cet objectif-là, parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde aussi, au niveau des structures, hein, j'entends, et qu'on a tous une part à donner en fait dans le système. Donc voilà, après, ça peut être aussi des histoires de personnes, des fois, voilà, des fois, quand ça veut s'approprier un public ou une certaine chose, quoi. Mais globalement, j'ai pas ce ressenti-là. Et pour rebondir sur l'histoire de l'orientation aussi sur les lieux numériques, alors après, ça, on ne pourra jamais connaître effectivement tout le monde. Après, on a la chance quand même sur Bordeaux et la métropole d'avoir
il y a le guide en fait des lieux ressources qui est quand même actualisé de manière régulière, Oui, avec plus même de si 170 lieux. c'est ça, et qui permet quand même de savoir où réorienter les personnes, ou au moins en fait il y a quand même des personnes identifiées qui sont dans le milieu, qui si même si moi je connais pas en fait, ben, pourront m'aider à trouver un lieu pour bien réorienter la personne et pas qu'elle se retrouve confrontée à ce qu'on lui dise bah non c'est pas ici quoi. Voilà, parce que c'est important aussi. Mais à l'échelle de Bordeaux Métropole, ça, c'est sûr que c'est super. Voilà, Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et tout. c'est ça. Moi, en tant que conseiller numérique, je sais que déjà, j'ai 2 coordinatrices. C'est-à-dire qu'il y a la coordinatrice Sarah, si je m'entends. Pour le webinaire. Voilà. Ouais. Où je vais participer à des réunions avec les conseillers numériques de Bordeaux Métropole, sachant que moi, je n'interviens pas sur Bordeaux Métropole. Mhm. Et j'ai une autre coordinatrice qui, elle, va s'occuper plus de la partie ruralité. Donc déjà, ça marque quand même déjà une différence entre Métropole et le reste du département. Mhm. Et des fois, je sais pas si je devrais dire, hein, mais des fois, déjà, juste de voir cette différence, Mhm. des fois, c'est embêtant dans mes missions. Parce que je vais rencontrer des acteurs qui ne sont pas du tout intéressés par ce que je vais faire dans les milieux ruraux, ou par exemple, Bordeaux Métropole va mettre en place des choses en termes de prêts, de matériel, de choses comme ça, mais je ne peux pas les emprunter pour aller sur les territoires ruraux. Donc voilà, c'est un peu dommage des fois on a un peu scindé alors qu'on voulait rapprocher, et Mhm. c'est dommage qu'on fasse pas des choses ensemble, quoi. D'accord, donc Là-dessus. ce que vous dites, il y a un sujet à travailler peut-être pour créer un peu plus De de lien, ouais. porosité, de lien, et que la bordure de Bordeaux Métropole soit pas un Qui est pas frein. Bordeaux Métropole et le reste du département. Ouais, ok, et qu'il y ait C'est plus de porosité. Ouais, malheureusement, je pense que ça reste compliqué. Enfin, c'est toujours les territoires, ça définit, c'est l'argent, c'est les politiques. Enfin, Et une autre chose sur lequel où je trouve il y a des améliorations à faire, notamment en termes des financeurs, je parle. Mhm. Là, je sais pas s'ils sont là, hein, peut-être qu'ils sont là. Mhm. Hein. Mais c'est vrai que des fois, il y a des appels à projets qui ont été déposés où quelqu'un a gagné cet appel à projet Mhm. pour mettre en place des activités dans les milieux ruraux. Et en fait, nous, acteurs sur le terrain, on n'est pas informé de la personne qui a eu ces financements et qui veut intervenir. Et des fois, ça se fait 1 an ou 1 an et demi après, on rencontre cette personne au détour d'une réunion et elle nous dit, ah, mais on peut travailler ensemble. Et c'est vrai que ce lien n'est pas fait directement. Donc, si je vous comprends bien, c'est qu'en fait, il y a des acteurs qui agissent déjà sur le territoire et à l'occasion d'un appel à projet, ça amène sur le territoire un acteur un peu parachuté et c'est cette coordination entre ce nouvel acteur et l'acteur historique qui se fait pas toujours facilement. Pas forcément l'acteur historique, non, non, c'est juste que nous, on a nos associations locales qui sont sur place et on a des personnes en fait qui ont été sollicitées pour faire des ateliers numériques sur ce territoire, Mhm. mais qui ne nous connaissent pas. Et nous, on n'a pas leur contact. Et alors qu'on pourrait, nous, on a les lieux, Mhm. eux, ils ont un besoin, enfin, nous, on a des lieux et des adhérents qui veulent faire de la formation au numérique, et eux sont là pour faire de la formation. Et finalement, le financeur n'aide pas à connaître la personne qui va Mhm. faire cette intervention. Et des fois, ça, c'est un peu compliqué. Ok. Et c'est dommage, parce qu'on perd du temps, en fait. Oui, oui, je comprends, je Et comprends. peut-être des moyens aussi. Donc, ok, très bien, c'est noté. Charlie, tu veux... Oui, il y avait une question sur l'outil intelligence artificielle dans votre pratique, et peut-être ça peut être intéressant d'y répondre à la fois dans, je sais pas, la prévention et l'accompagnement des publics. Est-ce que c'est une question posée Alors, moi, on m'en parle beaucoup en atelier. Ouais. Donc, je montre ce que c'est. Après, s'approprier l'outil d'intelligence artificielle avec le public que j'accompagne, euh, c'est pas qu'ils n'en sont pas capables, c'est que des fois, c'est trop tôt et que c'était pas le but premier pour lequel. En fait, c'est très médiatisé, l'intelligence artificielle en ce moment. Donc, ça revient beaucoup, voilà. Mais c'est. C'est Enfin, pas avancé. c'est bien d'aller sur un site, je vais pas le citer, pour aller voir comment ça fonctionne. Donc ça peut être très marrant, on peut l'utiliser dans plein de choses très différentes, c'est super. Après, quand on sait pas répondre à un mail et mettre une pièce jointe à l'intérieur, je trouve que directement s'attaquer à l'IA, Oui, c'est peut-être pas la bonne manière de faire, quoi. bien sûr. Et en amont,
dans vous en tant qu'outil, l'IA en tant qu'outil pour ensuite accompagner Si vous me demandez si j'utilise l'IA, je l'utilise quotidiennement. dans votre pratique professionnelle, ouais. Pas que professionnelle d'ailleurs. Oui. Ok. Et vous? Je rejoins quand même, faut pas aller trop vite non plus. Après, on n'est pas à l'abri que les usagers questionnent en fait dessus, parce qu'effectivement, on en entend beaucoup parler. Mais voilà, c'est savoir répondre, expliquer. Et dans la question, il y avait prévention en fait. Oui. C'est effectivement dans la médiation numérique, de toute façon, pour moi, forcément, il y a la formation, mais il y a la prévention sur les fake news, sur le faux démarchage, etc. Savoir bien lire. Et c'est ça, c'est au moins informer et prévenir des éventuels risques ou des avantages que ça peut avoir. Mais c'est ça, c'est par étapes, quoi. Enfin, et moi, à titre personnel, enfin voilà, je l'ai déjà utilisé, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me rassure non plus, quoi. Parce que justement, tout est l'IA et y compris les fameux chats dont je parlais tout à l'heure, les chatbots, c'est que des IA derrière. Et donc, oui, ça me fait peur quand ça fait sauter la place de l'humain au sein de notre société, quoi. Mhm. Voilà. Pierre, un mot sur Ouais, au sein du l'IA et Club la médiation 404, numérique? il y a beaucoup d'usages donc, pour concevoir des ateliers plus rapidement, les individualiser, multiplier la quantité et la diversité des ateliers. Il y a de l'éducation à l'usage de l'IA. Je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, mais ce que disait aussi Valérie, c'est que euh, laissons sa place à l'humain et laissons sa place à l'IA. L'IA est là pour nous faire gagner du temps et mettre la concentration du temps humain avec la personne physique. Oui. Et quand on peut se servir de l'IA, c'est très bien. Il ne faut pas les rentrer là-dedans tout de suite parce que sinon, ils vont utiliser Gemini ou les chatbots et se déshumaniser encore et tomber dans le piège de la déshumanisation. Donc, il faut les utiliser, il ne faut surtout pas les ignorer. Il faut être préventif aussi. Mais s'en servir et on va s'en servir de plus en plus. Et de plus en plus, on aura donc à privilégier les temps spécifiques où la personne humaine va avoir de la valeur ajoutée et j'allais dire même de la chaleur ajoutée. Et c'est là-dessus qu'on peut se servir de l'IA. Ça illustre la variété des outils numériques qui apparaissent quasiment quotidiennement. Donc, il y a aussi une variété des acteurs de la médiation numérique. Un participant nous rappelait justement qu'il existe en ligne une cartographie des acteurs de la médiation numérique au niveau national et on peut zoomer sur son territoire, voir qui fait quoi en premier pas, aide aux démarches, usage avancé. Donc, voilà, on peut essayer d'identifier qui fait quoi. On arrive au terme de cette webconférence. Peut-être vous donner le mot de la fin avec une question. C'est quelle va être pour vous votre priorité en 2025? Romindo? Bah alors moi, ma priorité, ça va être d'essayer d'identifier un maximum de personnes qui veulent s'impliquer bénévolement en tant qu'aidant numérique. Voilà. Mettre en place des formations sur le territoire pour essayer de développer justement ces points d'accueil et cet accompagnement numérique qui peut être individuel. Voilà. Ok, merci. Valérie Moutinard, votre priorité pour l'année 2025? Continuer ce qu'on fait avec le sourire et en gardant espoir en l'avenir et être plus présent sur le terrain à l'extérieur, en fait, développer nos actions d'aller vers voilà, de manière différente, mais aussi multiplier les lieux voilà, avec nos petits vélos. Avec le Voilà, triporteur? c'est ça. Ok, Voilà. très bien. Merci beaucoup. Pierre Gasté, votre priorité pour 2025 en matière de médiation numérique? En matière de médiation numérique, c'est accompagner au maximum l'écosystème de la médiation numérique dans son hybridation de financement. Je pense que c'est un vrai besoin d'impliquer les entreprises et les salariés en entreprise qui sont eux-mêmes en situation de difficulté numérique pour financer la médiation numérique. Avoir une véritable solidarité numérique me semble être nécessaire, mais qui économiquement tienne la route, ne soit pas forcément dans l'utopie d'un argent magique public, mais hybridé. Et cette hybridation, je pense que c'est un vrai enjeu pour la médiation numérique en 2025-26 et à suivre. Ok. Merci à vous. Avant de conclure complètement ce webinaire, nous voulions vous donner rendez-vous le 6 décembre de 10 h à midi en visio
puisque PQNA vous propose un groupe de travail sur l'animation de sa feuille de route, animation et mise en œuvre de sa feuille de route. Donc 6 décembre, 10 h à midi, vous pouvez vous inscrire sur la page agenda de PQNA. Merci à vous, nos intervenants, pour ces échanges ce matin sur le plateau. Merci à vous qui avez suivi ça en visio et merci pour vos nombreuses réactions et questions. Je vous reprécise qu'il y aura une restitution, enfin un replay possible de ce webinaire dans les jours à venir sur le site PQNA. À nouveau, merci et à bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.